C'est parti, bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau webinaire. Ce matin, on a intitulé ce webinaire IA générative, une redéfinition de l'expertise de vos collaborateurs. Tout un programme. Exactement. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver également et merci à Christophe pour ce live. On a fait un il y a pas longtemps, c'était très cool et celui-là sera encore mieux, enfin j'espère. Du coup, comme l'a dit Christophe, dans lequel on va parler vraiment d'IA générative, comment ça redéfinit l'expertise humaine, comment l'IA générative aussi transforme notre rapport au travail, à la performance, à la contribution individuelle, puisque l'IA nous amène des possibilités qui sont extraordinaires pour l'accès à la connaissance ou aussi pour l'automatisation de certaines tâches chronophages et répétitives, mais c'est aussi nécessaire de comprendre comment notre expertise, comment l'expertise de vos collaborateurs s'intègre dans tout ça pour avoir un impact maximal. Donc, pour me présenter rapidement, je suis Émeric, je suis psychologue et Head of Science chez Assess First. Et donc, avec mon équipe, on travaille énormément sur le développement, mais aussi sur l'intégration de ces IA génératives. Alors, si on repart des bases, je pense que vous n'êtes pas sans savoir que des outils comme ChatGPT ont récemment provoqué vraiment un engouement individuel, collectif qui est sans précédent, en nous ouvrant, on va dire, les yeux sur la puissance et les capacités de ces modèles d'IA. Donc, par exemple, ChatGPT, c'est plus de 100 millions d'utilisateurs et certainement encore plus depuis quelques mois, malgré les péripéties du week-end dernier chez OpenAI. Mais néanmoins, si l'IA générative, elle fascine et qu'elle marque vraiment une évolution majeure dans les usages, dans la perception et dans l'adhésion technologique des gens, elle amène aussi beaucoup de questions et de craintes sur l'emploi. Alors, ouais, vas-y. je te coupe. De questions et de craintes. Donc, j'aimerais bien tout de suite qu'on demande à nos invités, à nos participants de ce matin, si effectivement, est-ce que l'IA, ça vous fait flipper? Est-ce que ça fait flipper vos collaborateurs? Est-ce qu'au contraire, ils adorent ça et donc vous vous y êtes mis et vous êtes un peu bêta-testeur des IA type OpenAI, ChatGPT? Ou alors, est-ce que vous avez déjà engagé des programmes de formation à titre personnel ou à destination des collaborateurs de l'entreprise? Tu as vu cette rapidité de réaction? Tu as dit un mot tout de suite. C'est dingue. J'ai arrêté le partage là pour revoir l'écran et je vois que tu as lancé un sondage et tout, c'est cadré. Alors, il y a Corinne qui nous dit ça dépend des âges des collaborateurs. okay. Corinne, est-ce que vous pouvez préciser votre idée? Est-ce que vous pensez que plus on est jeune, mieux c'est, et plus on est vieux, comme moi par exemple? Est-ce qu'Amérique est un bon utilisateur et moi je suis un peu à la rue sur... Est-ce que c'est ça l'idée? Elle va peut-être pas le dire comme ça, mais je pense que c'est ça l'idée dans le fond. Ouais, c'est ça l'idée. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit cela dépend de la politique définie par l'entreprise. Ça, c'est effectivement une réalité. Donc, bon, après, on est quand même assez équilibré. Bon, hein, il y a un peu plus de gens que ça fait flipper, visiblement. Mais je vais partager les résultats. Ah, les gens ne les voient pas en direct? Non. Ok, pardon. Voilà. Donc, effectivement, quand même un peu plus de personnes que ça fait flipper. Il y en a quand même qui adhèrent tout de suite, hein, qui notent qu'ils adorent. Et puis, déjà des entreprises ou des personnes qui sont en cours de formation. Donc, ça, c'est aussi intéressant. Je vais te laisser, hein, tu peux reprendre la main, Émeric. Juste pour m'arrêter aussi là-dessus, vraiment 30 secondes. Il y a en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'IA en elle-même, même si c'est l'IA, etc., ça reste un changement organisationnel. Et toutes les études sur les changements organisationnels montrent que les gens vont passer par plusieurs phases d'adhésion. Donc déjà, des phases où ils vont, on va dire, avoir aucune préoccupation, c'est-à-dire qu'ils vont se dire, l'IA, c'est cool, mais c'est pas pour nous, ça va arriver dans 10, 20 ans, etc. Donc, ils vont pas s'inquiéter. Ensuite, ils vont passer sur une phase qui est un peu descriptive de peut-être ce que vous mettez derrière vos réponses, c'est-à-dire qu'ils vont passer sur une phase où ils vont davantage s'inquiéter pour eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils vont se dire, ok, l'IA, elle est là, comment ça a impacté mes objectifs, mon job, est-ce que ça m'a remplacé, etc.
Et ce qui est intéressant, c'est que si vous ne répondez pas à ces préoccupations, on va dire, égocentriques, la personne sera incapable, d'un point de vue émotionnel et intellectuel, d'avancer. C'est-à-dire qu'elle va rester bloquée à ce niveau-ci. Et si vous ne la rassurez pas sur concrètement comment ça va changer son job, comment elle va pouvoir se transformer, etc., elle ne va pas pouvoir avancer dans son cheminement. Et donc, si ça vous intéresse, il y a une auteure qui s'appelle Céline Bareil à HEC Montréal qui a mis en évidence vraiment ce cheminement qui se conduit en 7 phases où d'abord la personne va avoir des questions sur son job, ensuite on va passer sur l'IA en elle-même, donc qu'est-ce que c'est, comment ça marche, etc. Ensuite, sur l'organisation, c'est-à-dire est-ce que mon entreprise est sérieuse avec ça ou est-ce que c'est quelque chose, un outil qui va finir au fond du placard dans 6 mois, etc. Et plus on avance, plus la personne va, on va dire, accepter le changement, accepter l'IA, va poser des questions sur comment l'utiliser, comment collaborer avec mes collègues autour de ça. Mais ça nécessite, on va dire, déjà de comprendre les préoccupations de la personne. Et il y a une question toute simple pour les diagnostiquer, c'est tout simplement demander à la personne ce qui la préoccupe le plus en ce moment par rapport au changement ou par rapport à l'IA, pour lui permettre justement, que ce soit au niveau RH ou au niveau managérial, de lui apporter les bonnes réponses. Ouais, d'être le plus éclairant et transparent possible. Exactement. Du coup, j'enchaîne. Donc, c'est sûr que l'IA aujourd'hui, ça va amener une transformation des jobs. On a par exemple une étude de Goldman Sachs, si je ne me trompe pas, qui nous dit qu'il y a 300 millions de jobs à temps plein dans le monde qui allaient être automatisés très rapidement grâce à l'IA générative. Et ce que montrent d'autres études... Ton écran est plus partagé, Aymeric. Pardon. Il est plus partagé. Alors, je vais le repartager. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Nickel. Et donc, on a notre étude qui est intéressante de McKinsey qui avait précédemment prédit, donc il y a quelques années, qu'à peu près 20% des heures de travail seraient automatisées d'ici 2030. Et cette estimation, elle est passée à 30% avec l'introduction de l'IA générative en fin d'année dernière. Donc, vraiment une augmentation de 8% qui est encore plus marquée dans des domaines, vous voyez, comme les sciences, la formation, les fonctions administratives. Et si on prend par exemple les fonctions RH ou la formation, une des opportunités qui est apportée par l'IA générative dans cette étude McKinsey, c'est par exemple l'utilisation de text-to-speech afin de créer des contenus audio avec une voice-over pour des e-learning, par exemple. Et c'est des tendances d'automatisation qui sont encore plus marquées aujourd'hui, car on constate que ce qu'on appelle en fait le scénario auquel l'adoption de l'automatisation pourrait atteindre 50% de notre temps de travail a été avancé d'une décennie. C'est-à-dire qu'on a gagné 10 ans avec le perfectionnement de l'IA. On était à peu près autour de 2040 en 2017 et on est passé en 2030 avec l'IA générative. Ce qui va être intéressant et la conclusion de tout ça, c'est qu'il y a un gros risque au final d'entrer dans une comparaison entre l'homme et la machine. Car en se disant qu'une technologie peut automatiser une partie de notre activité, une partie de ce qu'on se fait, on a vite fait de tomber dans une concurrence un peu drivée par notre ego avec l'IA, une concurrence qui est aussi drivée par ce qu'on appelle un anthropomorphisme toujours plus marqué, c'est-à-dire que par la qualité naturelle des réponses qui sont apportées par ce genre d'outils, comme par exemple ChatGPT, beaucoup vont leur attribuer en fait des caractéristiques humaines au risque d'une confusion entre la réalité et le virtuel. Et tout ce que montrent les études, c'est que ça a tendance, on va dire, à renforcer notre volonté et un besoin de concurrence, qui est totalement, au final, déconnecté et inconsistant par rapport à, on va dire, à la réalité de l'intelligence artificielle moderne. Et donc, tout mon objectif aujourd'hui, ça va être d'envisager une autre perspective et plutôt que de céder à une défiance, vraiment que chacun puisse se saisir de l'opportunité que nous offre l'IA pour nous recentrer sur ce qui fait l'essence même de notre humanité, de notre expertise. C'est le meilleur moyen, au final, de créer une collaboration homme-machine avec de l'impact, puisque quand on y réfléchit, et selon moi, la réelle menace, c'est pas l'IA en elle-même, mais plutôt qu'on essaye nous-mêmes de nous transformer en machine, en la concurrençant inutilement et en oubliant ce qui nous rend tout simplement humains. Est-ce qu'on demande maintenant aux participants s'ils utilisent l'IA dans leur pratique ? On peut juste attendre un peu plus tard, quand je vais parler justement des bénéfices, ça sera encore plus pertinent. Ça marche. Donc vraiment, tout l'objectif, comprendre l'essence de l'expertise humaine, de notre travail, de notre humanité, mais aussi la projeter dans le futur. Et ça, c'est une discussion qu'on avait justement avec Christophe en préparant ce live. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'automatisation du travail, mais dans le cadre actuel, c'est-à-dire dans notre perception actuelle, avec la définition du travail telle qu'on le connaît, telle qu'on le comprend, telle qu'on le conçoit aujourd'hui. Demain, la définition du travail sera sans doute totalement différente. Donc, c'est aussi vers
cheminement intellectuel, ce côté, on va dire, un peu visionnaire qu'il faut aussi tendre à aller. Et donc, la première étape pour ça, c'est de comprendre tout simplement les bénéfices de l'IA, mais aussi de comprendre nos propres limites intellectuelles et nos complémentarités avec l'IA, ou encore d'affirmer, on va dire, notre curiosité plutôt que notre fierté. Puisqu'au final, chacun dans son cheminement émotionnel, je vais y arriver, doit aussi développer son esprit critique pour être en mesure de comprendre les biais d'une IA, mais aussi ses propres biais en tant qu'humain. Et donc, première étape pour faire ça, et premier sujet qu'on va aborder, c'est tout simplement les bénéfices à un usage, on va dire, intelligent et éclairé de l'IA générative. Et donc, pour comprendre ce que l'IA peut faire, c'est aussi intéressant de s'intéresser à ce que l'IA ne peut pas faire, tout simplement. Et là, il y a plusieurs grandes idées intéressantes de 4 personnes que je vous invite vivement à suivre si vous vous intéressez un peu au sujet. Première opinion, c'est Yann LeCun, donc de Meta, donc la personne qui s'occupe de toute l'IA de chez Meta, qui nous explique que même s'il y a un gros boom médiatique avec ChatGPT, c'est une technologie qui n'est pas révolutionnaire et qui repose sur des techniques qui sont connues et optimisées depuis plusieurs années. Donc rien de transcendant d'un point de vue technique. Timnit Gebru aussi qui nous explique que c'est des modèles de langage qui restent ce qu'on appelle des perroquets stochastiques, c'est-à-dire des perroquets qui se basent sur des probabilités tout simplement et qui sont dépourvus de capacité de planification et de conscience, on va dire, dans l'actualisation de cette information. Casey Kozyrkov, qui était Chief Decision Scientist chez Google jusqu'il y a quelques semaines encore, qui nous dit que ChatGPT est surtout un beau parleur qui cherche à nous plaire. Et encore plus intéressant, on va dire le cerveau de ChatGPT lui-même qui se disait à l'époque et avant la sortie que les gens n'y trouveraient strictement aucun intérêt puisque c'était un truc un peu bateau. Et donc, malgré toutes ces limites, aujourd'hui, force est de constater que toutes les études qui sont produites montrent des avantages énormes à l'utilisation de ChatGPT ou d'autres outils d'IA générative. Donc, par exemple, avant de parler de l'étude, peut-être lancer ta question, Christophe. Ouais. Comme ça, pendant que ça tourne, je vous présente cette étude. Alors, je vais juste arrêter le partage encore une fois pour voir les réponses, sinon je ne les vois pas. Donc là, la question, c'est utilisez-vous les IA génératives, il manque une lettre, dans votre travail? Et n'hésitez pas à nous dire du coup sur le chat aussi quel type d'IA générative vous utilisez. Ça peut être intéressant puisqu'aujourd'hui on a forcément ChatGPT en tête, mais il y en a vraiment une multitude. On a pas de monde quand même qui nous disent oui. ChatGPT 4, oui, parce qu'il y a la version entre guillemets gratuite et ChatGPT 4 qui est soumise à abonnement. Vous l'utilisez pour quoi également, notamment Marie-Claude là, et Fabrice? Marketing, e-learning du côté d'Annie. Solène qui est vraiment experte. Synthesia, ChatGPT, Bard, Midjourney. C'est cool, c'est intéressant aussi ce parallèle, tu vois, avec la question précédente où on se disait ça peut flipper beaucoup de gens. Mais là, on se rend compte qu'il y a une majorité de personnes qui l'utilisent. Alors attendez, vous allez trop vite pour moi là. Détendez-vous dans les commentaires. Orientation professionnelle Voilà. pour des métiers de consulting. C'est intéressant justement, Véronique, qui nous parle des métiers de conseil. Parce que justement, il y a une étude qui a été faite sur les consultants du Boston Consulting Group. Donc on va dire pas les couteaux les moins aiguisés du tiroir, qui a montré que justement ça leur permettait de réaliser leurs tâches plus rapidement et avec une meilleure qualité. Donc sur les métiers du conseil, c'est des outils qui sont très adaptés quand on sait les utiliser. Surtout que si tu prends même ChatGPT sur une utilisation classique de génération de texte, très bien, mais tu peux aussi lui demander d'interpréter un fichier Word, un fichier Excel. C'est... On viendra tout à l'heure sur 2 exemples d'utilisation que nous, on met en place de notre côté. C'est génial quand même. Mais alors, Didier, sur des posts LinkedIn, ça me parle, ça. Moi aussi, je l'utilise pour ça. Mais on va l'utiliser aussi dans les minutes qui vont suivre ce webinaire pour en faire la retranscription. Recherche documentaire en complément d'une recherche classique. Ok, Dream AI. Idée d'itinéraire et de contenu pour les formations, c'est beaucoup utilisé dans le domaine de la formation. C'est
C'est hyper intéressant, puisqu'au final, on se rend compte aussi que et c'est ça c'est ça qui est intéressant dans toute l'IA générative, c'est qu'on voit dans vos réponses aussi qu'il y a un niveau de curiosité ou un niveau d'innovation. Et justement, quand on discutait avec Christophe, c'est vraiment ce vers quoi faut tendre, puisque les gens qui sont les plus curieux, les gens qui vont tester, qui vont aussi, on va dire, se faire des mauvais trucs, des mauvais prompts, etc. C'est ces gens-là, justement, qui vont se perfectionner, qui vont savoir l'utiliser de manière optimale. Donc, c'est vraiment, vraiment satisfaisant de voir toutes vos réponses à ce niveau-là, parce qu'on sent vraiment, on sent vraiment que c'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé, de plus en plus, autour duquel il y a de plus en plus de création et d'innovation. Alors, vous êtes quand même une majorité déjà à l'utiliser. Par rapport à l'audience là, de ce matin, vous êtes un tiers au global à l'utiliser, à peu près 20% à ne pas l'utiliser. Bon, très peu finalement qui n'y comprennent rien. Donc, plutôt une bonne nouvelle. Mais peut-être que ceux qui n'y comprennent rien n'ont pas été regardés ou testés. Et vous verrez en le faisant que c'est quand même extrêmement simple de prise en main. Et puis, ça arrive, je me forme. Donc, oui, donc on va dire une majorité. Si on prend les personnes qui se forment et celles qui l'utilisent déjà, on a déjà 50% des personnes qui sont présentes le matin qui potentiellement y voient un intérêt et l'utilisent ou vont l'utiliser. Carrément. Dans le développement aussi informatique, qui nous dit Loïc. Parfait. Bah, écoutez, vous m'avez fait une transition parfaite pour la suite de la présentation. Hop, nickel. Donc juste pour mentionner une petite étude qui est sortie très récemment, qui a été faite de MIT sur l'utilisation du coup de ChatGPT sur des tâches de rédaction de plans d'analyse, d'articles, de rapports ou de mails par exemple. Et ce qu'a montré l'étude, c'est que ChatGPT a entraîné une réduction de 40% du coût du temps pour réaliser la tâche et aussi une augmentation de la qualité de 18%, donc une augmentation qui était jugée on va dire, par des experts du métier. Donc au final, des résultats assez dingues, mais le plus remarquable selon moi, et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que dans ces études, l'IA permet aussi aux travailleurs, on va dire, qui disposent initialement de plus faibles capacités, d'augmenter davantage la qualité de leur production, au point carrément de réduire l'écart de performance entre les moins bons et les meilleurs. Et ça, c'est intéressant, puisqu'encore une fois, on dit souvent que justement, les gens qui savent pas, les gens qui ont peut-être moins de capacités, etc., vont moins bénéficier de ces outils d'IA. Au final, ce qu'on se rend compte dans beaucoup d'études, c'est qu'au contraire, c'est ces personnes-ci, quand elles vont être formées, quand elles vont savoir l'utiliser, qui vont en bénéficier le plus. Au point justement de réduire l'écart de niveau entre toutes les écoles. On n'était pas tout à fait d'accord là-dessus, Aymeric, parce que moi j'ai une étude qui m'indique exactement l'inverse. Ah oui. Et qui te précise qu'en fait les personnes qui ne sont pas bonnes, en fait, qui ne font pas leur boulot correctement, ces personnes-là, ça ne va pas les aider. Par contre, celles qui déjà excellent seront encore meilleures, car de toute façon, pour utiliser une IA, il faut déjà avoir la capacité de la comprendre et de s'acculturer au monde de l'IA. Et donc, moi, j'y voyais plutôt... Après, encore une fois, petite nuance aussi petite nuance par rapport à ce que je dis, c'est aussi des gens qui étaient formés, qui étaient aussi accompagnés. Donc forcément, si tu laisses, je pense, après ça, j'ai pas d'études en tête, mais c'est plus mon opinion. Si tu laisses quelqu'un justement seul, qui ne sait pas utiliser ce genre d'outils, qui est un peu réfractaire, etc., on n'ira pas bien loin. Mais par contre, justement, s'il y a ce travail d'acceptation, de formation, d'accompagnement, ça sera optimal en fait. C'est exactement ça. C'est vrai, mais à condition d'avoir les bonnes conditions pour utiliser les IA, d'avoir été formé et d'être suffisamment autoguidé. Carrément. Après, ce qui est intéressant, on le voit sur le premier sondage, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont assez porteurs sur le sujet, ils veulent se faire former. Il y a d'ailleurs une étude de Salesforce qui a montré que de mémoire, c'est 86% des gens justement qui sont intéressés pour monter en compétence sur ce type d'outils. Donc, il y a quand même une adhésion qui se fait de plus en plus forte. Et donc... Alors, il y a un truc intéressant, ce que dit Edouard, et d'ailleurs, c'est peut-être un mot qui va rentrer dans le prochain dictionnaire en France. Il dit, dans le cas de ChatGPT, par exemple, c'est la capacité à savoir bien prompter. Donc, ça demande quand même des compétences, entre guillemets, techniques, l'utilisation de ces IA. Ouais. Carrément, c'est là-dessus totalement d'accord. Et au-delà de la capacité, on va dire, de bien prompter, quelque chose qui est encore plus général selon moi, c'est aussi
tout simplement la capacité à poser des bonnes questions. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui savent pas poser des questions. Et donc, vraiment, cette capacité à aller chercher la bonne information au bon endroit. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tous ces outils nous donnent une faculté énorme, en tout cas un pouvoir énorme pour accéder à la connaissance. Et donc, toute notre expertise, elle va vraiment reposer dans notre capacité à aller chercher cette connaissance pour la transformer sur le terrain au final. C'est ce que tu disais au début, hein, les 2 compétences clés à venir, c'est 1, humilité face à ces outils, et 2, l'esprit critique, et qui englobe notamment la capacité à se questionner et aussi à poser les bonnes questions. Complètement. Et je vais encore aller un peu plus loin, c'est que tout ça, du coup, même les commentaires, ça nous montre que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une cognition partagée, c'est-à-dire, on va dire, une cognition où l'homme bénéficie des compétences de l'IA, mais aussi l'IA bénéficie des compétences de l'homme. Et on a une autre étude, je suis très scientifique, donc très étude, mais qui nous montre que... alors, en fait, c'est des chercheurs qui ont fait une étude sur l'enrichissement de prompts avec, on va dire, des stimuli émotionnels, donc vraiment l'ajout on va dire, d'émotions dans le prompt, ou en tout cas d'intelligence émotionnelle. Et ce que montre cette étude, c'est qu'en rajoutant au final cette couche humaine, vraiment une couleur humaine à votre prompt, un élément émotionnel, les performances dans la réponse seront bien meilleures. Et on a aussi d'autres études qui nous confirment un peu ça, cette complémentarité entre homme et IA. Donc ça, c'est une étude qui a été faite par McKinsey de mémoire, et ce qu'on constate en fait, c'est que l'IA générative va permettre d'automatiser un nombre énorme de tâches et faire gagner un temps monstrueux sur des tâches, on va dire, à plus faible complexité. Par exemple, là, les développeurs ont gagné quasiment 50% de temps sur la documentation, mais le gain va être beaucoup plus faible sur des tâches plus complexes et très challengeantes. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Tout simplement que l'IA va nous permettre de nous recentrer sur des choses vraiment intéressantes, à forte valeur ajoutée, et qui vont nous procurer un sentiment, on va dire, un réel sentiment de satisfaction. Et donc que l'expertise humaine est d'autant plus nécessaire dans un monde qui est augmenté par l'IA, mais sous un autre angle qui nous permet on va dire, de nous mettre dans une position de lead, une position de choix de nos tâches, une position où les technologies vont nous permettre de nous délester et d'optimiser certaines tâches, mais de garder celles qui sont, celles qui sont plus stimulantes, celles qui sont plus humaines. Et donc, conclusion, si vous deviez aussi retenir quelque chose de tout ça, c'est que quand on y pense aussi dans le fond, et c'est important d'insister dessus, c'est qu'une technologie en soi, ça ne change pas une société. ChatGPT ne va pas changer la société, c'est vraiment sa réappropriation par l'homme qui va en faire une réelle évolution. Ouais. Parfait. Donc tout ça, ça nous amène, on va dire, à ce qu'on a une redéfinition de notre conception du talent, puisqu'aujourd'hui le talent c'est plus notre expertise technique, puisqu'au final on peut aller la chercher ailleurs. Et donc historiquement, on a eu plusieurs règles pour définir un talent. On a par exemple la règle de Pareto qui nous dit que les gens qui apportent les 20% qui apportent 80% de la contribution sont les talents d'une entreprise. On a d'autres angles d'analyse qui vont nous dire qui vont se baser sur ce qu'on appelle la règle de la performance maximale. Donc concrètement, qu'est-ce qu'un individu peut faire quand il est au max de sa performance? Aussi la règle de la performance avec le minimum d'efforts déployés. Donc tout simplement, pour la comprendre, là vous prenez 2 personnes qui courent un marathon en 3 heures exactement. La personne la plus talentueuse, c'est celle qui aura consommé moins d'énergie. Mais la règle, on va dire, la plus satisfaisante à l'heure actuelle, c'est ce qu'on appelle la règle du capital psychologique au bon endroit, qui nous dit tout simplement que plus, on va dire, vos comportements naturels, plus votre personnalité fit avec les déterminants de votre job, plus vous allez être performant et épanoui. Avec une corrélation du coup qui monte à 0,51 entre les tests de personnalité et la performance en poste. Donc je sais que ces corrélations, c'est quelque chose qui ne parle pas, on va dire, au plus grand nombre. En général, ça parle qu'à des psys ou des statisticiens un peu comme moi. Donc tout simplement pour bien comprendre. Le webinaire tout seul, c'est ça? Comment? Non, j'arrive à la suite qui sera un peu plus ludique. Et je te laisserai regarder dans le chat les réponses. Donc, juste pour bien comprendre, une corrélation, tout simplement, ça va de 0 à 1 ou de 0 à -1 si elle est négative. Et plus ça tend vers 1, plus il y a un lien fort entre les 2 variables. Donc, par exemple, si vous prenez la performance et les tests psychométriques, plus la corrélation tend vers 1, plus ça va nous dire qu'il y a un lien fort entre les deux. Mais ce que j'aime bien faire pour vous amener à comprendre aussi la puissance de ce lien, c'est de le comparer avec des corrélations, on va dire, de la vie de tous les jours. Donc, par exemple, si je prends l'exemple du lien de la corrélation entre expérience
en poste et performance, à votre avis, quelle est la corrélation entre les deux? Donc vraiment, à votre avis, au final, est-ce que le nombre d'années d'expérience d'une personne va nous permettre de prédire sa future performance? Alors, mettez-le dans le chat entre 0 et 1, du coup. Entre 0 et 1 ou entre 0 et -1 si vous pensez que la corrélation est négative et plus on a d'expérience, moins on est performant. Ça peut aussi. Alors, on a 0,3, 0,2, Ok, 0, 0,2. 0, 0,3, 0,5, 0,4, Ok. 0,4, 0,2, 0,6. Ah oui, il y a vraiment de tout type de perception. Hein. Ouais. Ah, ça va, vous êtes quand même un peu plus nuancé que d'autres webinaires sur lesquels j'ai présenté ça. J'ai eu des corrélations de 1, etc. Donc, on est plus là sur une corrélation de 0,06. Donc, au final, quasiment aucun lien entre les deux. Et ce que nous montrent toutes les études, c'est que l'expérience va être hyper intéressante sur les premiers mois de carrière, c'est-à-dire sur les, on va dire, 6 mois, 1 an au début de la carrière. Mais après, plus vous allez engranger d'expérience et ça ne sera pas plus explicatif, on va dire, de votre performance future. Alors, c'est normal, hein, ce que tu dis. Les participants des webinaires de Mayer Ashline ont quand même une expertise avérée, hein, Aymeric. Ça, je me doute bien. Et donc, du coup, est-ce que vous avez aussi une expertise avérée sur l'ibuprofène et la réduction de la douleur? Donc là, pareil, quelle est selon vous la corrélation entre la prise d'un comprimé d'ibuprofène ou autre, je ne vais pas faire de pub, et la réduction effective de la douleur? C'est-à-dire, je prends un comprimé et 2-3 heures après, j'ai moins de douleur. Toujours donc de 0 à 1, selon vous, quelle est cette corrélation? Alors, 0,9, 1, 0,8, 0,9, 1, 0,9, 1, Oui, 0,5. on est sur quelque chose d'assez puissant. Donc, c'est intéressant parce que vos réponses montrent bien que c'est quelque chose qui est assez, on va dire, assez admis et qui est, on va dire, rentré dans les mœurs de quelque chose d'efficace. Bien joué. Pardon? Je dis bien joué suite au commentaire de Loïc. Et donc, on est plus sur une corrélation de 0,14 selon différentes études, donc une corrélation qui reste assez faible, pourtant quelque chose qui, on va dire, qui encore une fois, je le répète, qui est rentré dans les mœurs. Et dernière corrélation pour le fun et pour un autre type de problème, selon vous, quelle est la corrélation entre la prise d'un comprimé de Viagra et la petite chose magique? Donc, pareil, toujours de 0 à 1, selon vous. Tu vas trop loin, Aymeric. On a préparé le webinaire ensemble, tu l'as vu, tu aurais pu m'arrêter. Ouais, c'est vrai, mais je trouvais ça tellement drôle. Alors là, 1, 1, 0,8. Bon, il y en a qui ont des moins bonnes expériences, 0,3, 0. Donc, on est sur une corrélation de 0,38, donc quelque chose qui marche un peu mieux que l'ibuprofène. Mais donc, tout ça pour vous dire qu'une corrélation de 0,51 entre les tests psychométriques, notamment de personnalité, et la performance en poste, c'est quelque chose qui est extrêmement fort. Et donc, la conclusion de tout ça, c'est surtout qu'aujourd'hui, la meilleure définition qu'on peut donner au talent, c'est que le talent, c'est la personnalité au bon endroit. C'est-à-dire que les gens talentueux sont avant tout ceux qui ont trouvé le parfait endroit pour faire de leur personnalité, de leur comportement un levier de performance plutôt qu'un système, on va dire, de contraintes. Donc vraiment, le capital psychologique aujourd'hui devient un aspect qui est beaucoup plus prédictif de la réussite future d'une personne. C'est aussi quelque chose qui a l'avantage d'être moins influencé par des facteurs démographiques comme le genre. Par exemple, on vient de publier une étude dans Frontier in Psychology qui le démontre. Et donc, à l'ère de l'IA, notre expertise réside plus dans notre capacité à engranger des savoirs, à engranger des connaissances techniques, mais plutôt dans notre capacité et dans notre volonté à nous développer, et surtout dans une quête, on va dire, pour nous ressaisir de ce qui nous rend profondément humains, donc notre curiosité, comme on le disait tout à l'heure, notre humilité ou encore notre empathie. Donc, autrement dit, tout simplement notre personnalité. Et donc, plutôt que de se comparer à la machine ou aussi de l'interdire à tort, par exemple, on a des facs et des mémoires, il y avait même Sciences Po qui avait interdit l'utilisation. Chacun devrait plutôt avoir la curiosité de se construire ce qu'on appelle un modèle mental utile des capacités de l'IA. Donc concrètement, comment les modèles d'IA peuvent m'aider dans ma pratique, comment ils peuvent aussi m'aider au quotidien, comment je peux les enrichir, quels sont leurs biais et leurs limites. Donc vraiment, tout ce genre de questions qui vont vous permettre aussi d'optimiser et de mieux utiliser ces outils. Et donc, toutes ces compétences comportementales sur lesquelles on doit mettre l'accent à l'avenir, si, encore une fois, vous voulez une règle simple pour les retenir, il y a une étude qui est parue en 2023 et qui nous parle, par exemple, de la règle des 4 C, donc facile à retenir, donc créativité, communication, collaboration, jugement critique.
Donc vraiment, c'est ce type de compétences qui vont nous permettre de compléter la machine, mais surtout aussi de nous recentrer sur notre propre humanité. Donc c'est plus que jamais, on va dire, nécessaire de les développer, déjà de les mesurer, mais aussi de les développer. Et donc c'est intéressant d'en arriver là, puisque ça va me permettre aussi de faire du lien par rapport aux réponses que vous avez données tout à l'heure dans le chat sur comment utiliser aussi l'IA au quotidien. Donc, je vous montre tout de suite 2 cas d'application qu'on utilise de notre côté. Sauf si, je ne sais pas si Christophe, tu avais un autre sondage ou une autre question à poser. Non. Par contre, j'ai Loïc qui nous demande si tu pourras partager les liens des études. Ouais, carrément. À ce moment-là, ce qu'on fera, tu me les enverras et moi, je les citerai dans le replay qui sera sur ma RH Line demain matin. Carrément, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Donc, petit cas d'utilisation. Alors, je vais essayer de pas trop rentrer dans la technique pour que ça reste compréhensible et qu'on reste dans les temps. Mais après, si vous avez d'autres questions, je serais ravi aussi de discuter avec vous après le webinaire. Donc, un premier exemple de mise en pratique qu'on utilise, nous, de notre côté chez Assessors, ou en tout cas dans le cas de notre produit, c'est l'identification des facettes de personnalité qui sont requises pour un job et qui vont permettre la réussite sur le job. Tout à l'heure, je vous disais que le talent, c'est la personnalité au bon endroit. Donc, du coup, la première étape, c'est donc de comprendre quelles facettes de personnalité vont contribuer à la réussite sur un poste spécifique. Par exemple, si je prends l'extraversion, on sait que ça va être plus prédictif de la réussite sur des postes de sales que sur des postes de développeurs, par exemple. Alors, on pourrait se dire qu'on va étudier les profils des personnes qui font déjà le job, étudier leurs performances. Ça, très clairement, on va dire c'est dans le meilleur des mondes. Bien sûr, c'est la meilleure stratégie, mais aujourd'hui, beaucoup d'entreprises n'ont pas accès à cette donnée, ou en tout cas pas dans des volumes suffisants. Donc, chez Assessors, on a cherché une solution qui pouvait, on va dire, s'adresser au plus grand nombre d'entreprises. Et si on veut adresser le plus grand nombre d'entreprises, c'est essentiel de faire ces analyses à partir d'une source de données qu'elles ont quasiment toutes et qui est très facilement accessible. Cette source de données, c'est la fiche de poste. Donc, après, on peut l'appeler job offer, job description, vous l'appelez comme vous voulez. Mais c'est vraiment, on va dire, le point de convergence idéal de toutes les entreprises qui recrutent, c'est-à-dire que pour des raisons légales, des raisons pratiques, quasiment toutes les boîtes qui recrutent ont une fiche de poste. Donc, par exemple, si je prends notre exemple chez Assessors, je ne vais pas vous apprendre à quoi ressemble une fiche de poste, mais là, j'ai pris celle pour un lead dev, donc vous allez retrouver à minima le titre de poste, des missions associées, le cadre de travail, etc. Donc, vraiment, toutes les informations classiques que vous pouvez retrouver dans une fiche de poste. Et donc, ce qu'on fait chez Assessors pour identifier les facettes de personnalité qui vont être prédictives, ça se passe en plusieurs étapes. Première étape, ça va être l'extraction et la structuration de la donnée. Puisqu'une fiche de poste, c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien structuré. Bien sûr, vous allez avoir des informations pertinentes, mais d'autres qui vont l'être moins, tout simplement. Et donc, première étape du processus de création, ça va être l'extraction des compétences requises à partir de l'indice de la fiche de poste. Et donc, pour y parvenir, on utilise un modèle de langage comme extracteur, c'est-à-dire que la fiche de poste est intégrée dans un prompt qui va être enrichi de consignes spécifiques pour l'extraction d'informations. Le tout va être traité par le modèle de langage qui, en retour, va nous envoyer les informations structurées un peu de cette manière-ci. Donc là, c'est beaucoup plus beau que ce qu'on reçoit, mais c'était pour l'exemple. Mais donc, vraiment une structuration de la fiche de poste pour permettre, on va dire, une exploitation facile des données. Donc, par exemple, ici, on peut extraire plusieurs informations, le nom de l'entreprise, le nom du job, la catégorie, la localisation, le type de contrat, l'expérience, est-ce que c'est un job en remote ou pas, est-ce qu'il y a du management, mais surtout, on va pouvoir extraire les compétences cibles. Donc, par exemple, ici, des compétences en programmation, une partie de team leadership et collaboration, etc. Donc, vraiment, toutes les compétences, on va dire, requises pour le job vont directement être extraites par le modèle de langage. Donc, vraiment, en quelque sorte, on transforme la fiche de poste en la structurant et en faisant l'extract des informations qui vont nous intéresser. Et deuxième étape, ça va être la génération du modèle prédictif, ou en tout cas l'identification des facettes de personnalité intéressantes. Donc vraiment, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un autre modèle de langage qu'on a, on va dire, fine-tuné ou optimisé en utilisant nos propres données. Donc ce modèle-ci a été réentraîné à partir d'un corpus hyper large de compétences. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails pour tout dévoiler, mais grosso modo, en fait, l'IA qu'on a fine-tuné va associer, on va dire, chaque compétence aux bonnes facettes de personnalité, aux bonnes dimensions de motivation qui vont nous permettre de mesurer le potentiel d'une personne sur cette compétence. Et après, bien sûr, il y a des logiques de pondération, de redondance, de gestion des biais, mais au moins, vous avez la base en tête. Donc, aujourd'hui, par exemple,
exemple, on utilise un modèle de langage spécifique. Donc, c'est pas GPT, on a utilisé un autre qui est open source, justement pour, à partir d'une fiche de poste, identifier les compétences et les relier à des facettes de personnalité qui vont permettre de réussir sur ces compétences. Ok. Alors je vois pas le chat, Christophe, mais est-ce qu'il y a éventuellement des questions avant que je passe au deuxième type d'utilisation? Non, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Ok, ça marche. Deuxième type d'utilisation qui va peut-être encore plus vous parler, puisqu'on a eu beaucoup de retours là-dessus dans vos réponses tout à l'heure, c'est l'utilisation de l'IA générative pour élaborer automatiquement un plan de développement personnalisé pour chaque compétence essentielle à un job ou à un objectif particulier. Donc, par exemple, si vous dites aujourd'hui, j'ai un collaborateur qui doit développer une compétence, on va dire, en création de réseau, par exemple, vraiment faire du lien avec les autres, développer son réseau professionnel, etc. L'IA générative, et notamment les modèles de langage, vont vous permettre de générer un parcours personnalisé pour que vous puissiez développer les compétences d'un collaborateur ou vos propres compétences dans ce domaine-ci. Donc, par exemple, ce qu'on fait, nous, chez Assessor, c'est que sur la base des scores de personnalité de la personne, on va utiliser l'IA pour pousser une première action, on va dire une action initiale pour permettre à la personne de commencer son développement, de se mettre en route. Donc, par exemple, si on est toujours sur cette compétence créer du réseau, on pourrait vous conseiller d'organiser des réunions informelles et rapides avec des collègues que vous ne connaissez pas encore pour développer votre capacité à créer et à tisser des liens. Donc, vraiment une approche, une action et des conseils qui seront adaptés à l'évaluation initiale de la personne et à la compétence. Une fois que la personne a réalisé l'action, on va lui présenter ce qu'on appelle un court test de jugement situationnel qui sera aussi directement généré par l'IA et qui sera ici composé de 3 questions. Donc, la personne a juste à taper sa réponse pour expliquer comment elle va se comporter dans ce type de situation. Réponses qui seront évaluées automatiquement par une IA et qui vont offrir aussi on va dire des perspectives sur ce qui a été efficace, ce qui a été judicieux dans la réponse et aussi des suggestions sur comment la personne peut encore aller plus loin. Et sur base de ces réponses à cette première étape, une deuxième étape, une deuxième phase de plan de développement qui sera générée, et ainsi de suite avec des recommandations qui seront personnalisées par rapport à un besoin spécifique et aussi par rapport à la courbe de progression du collaborateur. Ok. Des questions, Christophe, dans le chat? Encore une fois, je ne le vois pas. Donc, Toujours pas. Donc, nickel. La grande conclusion de tout ça, et si vraiment il y a quelque chose à retenir de ce webinaire, c'est que l'IA aujourd'hui amène un potentiel incroyable pour accéder à la connaissance, pour faire mieux, pour faire plus rapidement et aussi pour nous développer en tant qu'humains. Encore faut-il comprendre ce qui nous rend humains. Et je pense qu'historiquement, avec le travail actuel, on l'a sans doute un peu perdu. Être humain, pour moi, et je sais que Christophe ne va pas être d'accord sur certains points, ça ne veut pas dire se taper des bouchons pour aller tous les matins au bureau pour aller travailler. Être humain, ça ne veut pas dire faire des tâches hyper chronophages tous les jours de 9h à 17h pour choper des troubles musculo-squelettiques. Être humain, ça ne veut pas dire faire aussi des tâches qui vont nous réduire à l'état de machine. Et les gens qui comprendront qu'il est essentiel aujourd'hui de se recentrer sur des compétences qui sont intrinsèquement humaines. J'entends là, par exemple, notre humilité de nous remettre en question, notre curiosité pour l'utilisation de ces outils, notre empathie. C'est ceux qui resteront pertinents demain. C'est d'autant plus, selon moi, d'autant plus important au rythme où va l'IA, c'est-à-dire qu'on avance de plus en plus vite avec un point de singularité où l'IA va atteindre l'intelligence humaine qui, selon les experts, est de plus en plus proche. Et donc, c'est essentiel de nous remettre en question, mais aussi de remettre en question ce que doit être le travail, ce que doit être notre vie et ce que doit être le futur. Une chose est sûre, c'est que ça sera très différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, pour le meilleur ou pour le pire, ça, c'est à nous de décider. Et au final, si j'avais une question à vous poser ou une question que vous devriez vous poser, c'est est-ce que vous souhaitez rester passif et tolérer un monde qui sera décidé par d'autres, ou au final être proactif dans la construction du monde que vous souhaitez. Voilà, donc merci. Et merci. alors, pourquoi je ne serais pas d'accord? Ah non, juste sur le télétravail, je me suis dit. Ah non, je suis d'accord avec toi. Je sais que tu aimes bien aller au bureau, etc. Non, mais je pense que oui, mais après, tout dépend de ton secteur. Oui, carrément. Mais c'était pour ce petit point. La chose intéressante, je pense, et qu'il faut avoir en tête, c'est le passage à l'action, en fait, qui est souvent la problématique première. C'est OK, j'entends parler de l'IA, j'ai un avis un peu éloigné, mais tant qu'on ne passe pas à l'action. Surtout, tu vois, il y a quelques années, quand on parlait d'IA, tu vois, je pense que c'était encore quelque chose qui était
peut-être moins palpables, un peu plus inaccessibles et plus à destination des experts. Mais là, avec ChatGPT, tu vois, et la release au grand public aussi, tout le monde, tu vois, y a accès. Donc, je pense que depuis 1 an ou 2, là, il y a vraiment une forte démocratisation, de l'accès. Et donc, ouais, c'est vraiment maintenant qu'il faut prendre, on va dire qu'il faut prendre le train en marche sous peine d'être largué dans quelques années. Ouais. Alors, il y avait un point intéressant. Aïe, je dois partir, mille merci. Non, c'est pas ça. Le point intéressant, c'était le développement de l'IA ne doit-il pas réinterroger la notion de temps de travail? Pour moi, clairement, en fait, au-delà de la notion de temps de travail, pour moi, c'est une réinvention du travail, en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, on réfléchit avec le cadre conceptuel du travail qu'on a. Demain, pour moi, le travail sera totalement différent. On a justement Sam Altman, je vais y arriver, d'OpenAI, qui nous dit que, par exemple, ça sera plus sur la base du volontariat, etc. Donc, très clairement, pour moi, il y a une redéfinition du temps de travail, mais du travail en lui-même, dans ce que c'est travailler, possiblement aussi dans la future rémunération qu'on aura de tout ça, etc. Donc, pour moi, c'est essentiel aussi de réfléchir à l'IA dans ce cadre futur, plutôt que d'essayer de l'inclure à tout prix dans notre conception actuelle du travail, puisqu'au final, on a vraiment, on va dire, le pouvoir de réinventer les choses pour le meilleur. Et c'est le meilleur moment aujourd'hui pour le faire et pour vraiment redessiner le travail tel qu'on veut que ça soit, quoi. Moi, je ne crois pas qu'il y aura d'impact sur le temps de travail tel que la question a été formulée. Je pense qu'il va y avoir un impact sur la qualité du travail et sur, tout à l'heure, tu l'as mis dans tes stats. Si j'inverse tes stats, ça veut dire que l'IA permet 60% de gain de productivité. Après, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est-à-dire que, et après, je pense que ça va aussi dépendre de la personnalité des gens. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu arrives à faire ta mission plus rapidement, tu as des gens qui vont s'arrêter là en se disant j'ai fait mon travail, mais plus rapidement. Tu as d'autres qui vont avoir le mindset de se dire. On le voit, il y a des codeurs aujourd'hui qui codent uniquement via l'IA. Donc, tu vois, cette notion aussi de temps de travail, pour moi, ça dépendra aussi de la personne. Tu as toujours des personnes qui vont vouloir faire plus, etc. Et qui vont justement bénéficier de l'IA pour aller encore plus loin. D'autres qui vont davantage bénéficier de l'IA pour faire ce qu'elles ont à faire. Et voilà. Alors, on va conclure sur la dernière remarque. Ça veut dire des emplois détruits. Alors, non, je ne crois pas en fait. Des créations probablement. Déjà, il y a des métiers spécifiques à l'IA qui vont se créer, comme on a eu des métiers pour la RGPD, etc. L'IA ne sera prise en compte par les entreprises que quand elles seront certaines d'avoir sécurisé leur mise à disposition dans le cadre de l'entreprise. Mais je ne pense pas que les emplois vont être détruits. C'était une option qui avait été imaginée au départ et qui avait été assez défendue et qui a vite été éliminée, en fait. Ouais. De toute façon, on le voit, là, rien qu'avec ChatGPT, le nombre de jobs de prompt engineer qui se sont créés avec des salaires mirobolants. Donc non, et pareil, si on regarde un peu les stats, avec l'IA, on a entre 1,5 et 2 métiers qui se créent pour 1 qui disparaît. Donc au final, il y a forcément des métiers qui vont se transformer, certains qui vont disparaître, etc. Mais d'autres qui vont se créer. Donc c'est pour ça, ça interroge plutôt notre capacité à nous réinventer, à aller vers toutes ces thématiques de reskilling, etc., justement pour monter en compétence sur d'autres choses. Et de toute façon, moi aussi, je le vois, mon métier au quotidien, il change, mais j'évolue avec. Et je pense que c'est essentiel aussi pour. Plus personne, selon moi, doit se dire ok, je fais le même métier pendant 30 ans avec les mêmes méthodos, etc. Le but, c'est justement d'évoluer, potentiellement de changer de carrière, et même en restant dans la même boîte, sur le même métier, votre métier va évoluer. Ouais. Il y a quelqu'un qui. Alors, attends, tout à fait. Bon, il y a pas mal de questions, on va pas toutes les prendre, mais vous avez des avis sur l'arrivée prochaine de GPT-5? Alors moi, non, je n'ai pas d'avis parce que je ne me suis pas encore intéressé au sujet. Peut-être toi, Aymeric? Non, alors, pas encore, puisque, encore une fois, je ne suis pas dans le cœur du réacteur et tout ça, donc à voir, mais pas d'avis. Pour moi, on va dire, ça va dans le bon sens, c'est-à-dire que aujourd'hui, la puissance de ces outils nous permet d'aller plus loin. Pour moi, c'est vraiment avoir cette réflexion
à différents niveaux et aussi, on va dire, de manière pluridisciplinaire, de se dire, bah, voilà, où est-ce qu'on va, comment on y va, comment être sûr que chacun bénéficie de ces outils, etc. Et plutôt, ouais, se mettre dans une approche plus, on va dire, proactive plutôt que de subir tout ce qui arrive, quoi. Et est-ce que tu as des IA à conseiller, toi, génératives, à part ChatGPT? Qu'est-ce que toi, tu utilises, par exemple, Aymeric? Alors nous, en fait, on utilise différents modèles de langage en fonction de différents objectifs. Donc sur certaines choses, on peut utiliser GPT, on peut utiliser aussi des modèles de langage qui s'appellent DistilBERT, un autre qui s'appelle Vicuna, mais en fait, ça dépend vraiment de nos objectifs, de ce qu'on cherche à faire et des modèles qui se montrent les plus performants. Après, ce qu'on fait aussi chez Assessor, c'est qu'on va, on va dire, soit réentraîner, soit fine-tuner ces modèles par rapport à nos propres données pour un objectif spécifique. Mais on va dire, au quotidien, même je le vois dans notre activité même, on va dire les deux plus importants aujourd'hui, ça reste ChatGPT pour... On va dire ChatGPT aujourd'hui, même chez Assessor, tu vois, il y a beaucoup de collaborateurs qui l'utilisent pour des tâches liées à leur job, donc pas liées à notre produit, mais vraiment liées à leur job. On va aussi utiliser de plus en plus Midjourney. Par exemple, je ne sais pas si certains connaissent, mais on a développé un assessment de personnalité qui est basé sur des images. Et donc là, on est en train de retravailler toutes les images à partir de Midjourney, justement, pour avoir plus de latitude dans l'image, mais aussi dans ce qu'elle mesure. Donc aujourd'hui, ça reste, on va dire, les deux gros qu'on va utiliser au quotidien. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup, Aymeric. Merci à toi et merci à tous les participants. J'espère que ça vous a plu. Et ce webinaire, vous le retrouverez cet après-midi ou demain ou plus tard sur MyRHline. Et donc, si Aymeric a la gentillesse de m'envoyer les liens des études, on les intégrera dans le rédactionnel qui accompagnera ce replay. De toute façon, tu nous as dit que tu faisais ça avec l'IA, donc normalement, ça devrait aller vite. Ouais, ça va vite. Ça va super vite. Je vais passer plus de temps à faire le copier-coller de tes liens que... Ça marche. Écoutez, merci à tous. Au plaisir de poursuivre l'échange. Et Christophe, on se retrouve très bientôt. Ça marche. Merci. Salut, Aymeric. Au revoir. À bientôt. Salut à tous.